La marche pour l'émancipation de la femme congolaise, oh, que d'embûches, mais aussi que de victoires. L'interprétation que l'on donne sur cette marche, sur tous ces efforts fournis aussi bien par la femme elle-même que par les institutions du pays, donne toujours des résultats mi-figue, mi-raisin. Alors nous avons pensé aujourd'hui en discuter, en parler, surtout recueillir le point de vue de notre invité. C'est l'honorable Christelle Bwanga. Elle est députée élue de la FUNA, ancienne présidente de la Commission des droits humains, présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes, conférencière, journaliste, philanthrope et défenseur des droits humains. L'honorable Christelle Bwanga est aussi directrice exécutive de l'ONG WIFE. Point de vue, c'est tout de suite. Honorable Christelle Bwanga, bonjour. Bonjour, monsieur. Et très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait très longtemps. Évidemment, le plaisir est partagé. Et n'est-ce pas? Et c'est parce que la radio-télévision nationale vous répugne finalement, ou est-ce que ce sont plutôt... Non, je pense que nos programmes ne correspondaient pas. Quand moi j'étais libre, vous étiez en voyage et maintenant on est tous les deux. Et quand vous êtes en voyage, nous sommes libres, nous nous attendons. Voilà. Voilà, et cette fois-là on s'est dit, on attend son voyage. Oui. Vous revenez des États-Unis. Exactement. On s'est dit, écoutez, on attend, madame passera, elle est là. Je suis là. Nous vous avons présenté tout à l'heure, est-ce que cette présentation-là, vous pensez qu'elle est suffisante pour vous? Elle est exhaustive? Je pense qu'elle n'est pas suffisante parce oui. que je suis ancienne présidente de la commission droits humains. Je suis actuellement présidente de la commission du genre. Ah, genre enfant et famille. Exactement. Ah, d'accord. Et donc, comme j'ai dit, je suis conférencière, je suis défenseur de droits humains, je suis également philanthrope. Et à la base, journaliste de formation. Exactement, journaliste. C'est partant justement de ce que ce miroir nous renvoie quand nous vous regardons, quand nous suivons vos activités. C'est ça qui nous a poussé à vous inviter à parler aujourd'hui de la marche de la femme congolaise. Depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour, nous venons de célébrer les 63 ans d'indépendance de la République démocratique. Pensez-vous que la situation de la femme aujourd'hui, de la jeune fille congolaise, est celle qu'elle devait être 63 ans après? Comment vous la peignez, vous, aujourd'hui? C'est une magnifique question parce que cette question, elle revient toujours. On me pose la question, est-ce que la situation de la femme a évolué? Oui. Est-ce que, comparativement à d'autres pays, on peut dire que les femmes congolaises sont où elles devraient être? Moi, je dirais tout de suite oui et non. Pourquoi je le dis? Parce que dans son essence, la femme congolaise, déjà, c'est une femme qui est résiliente. C'est une femme qui est très forte. Regardez seulement l'économie, vous allez voir que cette économie qui est essentiellement informelle est tenue par la femme. Et quand bien même qu'on parle des femmes qui sont victimes des violences sexuelles, que ce soit dans l'est du pays ou dans l'ouest du pays, on va remarquer que ces femmes font toujours preuve d'un courage exceptionnel. Alors, mais d'un autre côté, les bases juridiques posent problème. Et je donnerai par exemple l'exemple du Sénégal. Le Sénégal qui a aussi une constitution qui dit que les filles, les enfants, les petites filles doivent être scolarisées obligatoirement. Et ce pays envoie aujourd'hui 98% des filles à l'école. Okay. Mais nous, on a encore du retard. Beaucoup des filles ne vont pas à l'école. Beaucoup des femmes ne savent ni lire ni écrire. Et vous pouvez donc comprendre que ça peut constituer un goulot d'étranglement sur les développements collégial des femmes et c'est un réel problème, mais aussi sur le plan par exemple des institutions où la Constitution dans son article 14 célèbre cette élimination de toute forme de violence liée à la femme, discrimination, sectarisme, violence sexiste, tout ça est consacré par la Constitution, donc c'est un droit fondamental. Mais malheureusement, quand bien même qu'on parle de certaines lois organiques sur la parité, certaines lois ordinaires, on remarque quand même qu'il n'y a pas une vraie volonté, passez-moi l'expression, une vraie volonté politique, que ce soit dans le dispatching des postes. Malgré toutes les manifestations, malgré toutes les lois. Exactement, que ce soit les colloques autour de la femme. Que ce soit la loi sur les partis politiques qui exige des listes où il y a la représentativité des femmes. Vous allez remarquer que
peut-être dans le vouloir, il y en a, mais dans le pouvoir, ça pose problème. Et évidemment, j'ai vraiment tenu à vous faire montrer ces deux aspects, c'est-à-dire d'elle-même, la femme congolaise est très forte, mais peut-être qu'elle manque, c'est que ses énergies soient canalisées. Et je vais prendre par exemple l'exemple de certains pays qui aujourd'hui, dans leur parlement, retrouvent 40% de la représentativité des femmes, ou 50%, ou même 52% ou 55% des femmes au Parlement. Et ici, on est loin de la représentativité, de la représentation 50-50 On est très loin parce que... Mais on n'est pas loin de 2030. La législature actuelle, on n'a que 10% des femmes, et au Sénat, plus ou moins. Au gouvernement, on parle de 37%, mais bon, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Nous voulons des postes régaliens, nous ne voulons pas des vice-ministres, en tout cas sans mauvaise interprétation, mais nous voulons vraiment que les femmes occupent aussi des postes régaliens, et c'est possible. Nous demandons également dans l'armée, dans la police, dans les entreprises publiques, et les femmes courageuses avec des CV, avec des compétences, il y en a. Mais tout ce qui manque, c'est des canaux accompagnés des vraies volontés politiques. Honorable Christelle Bwanga, le gouvernement l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo compte quand même un grand nombre de femmes et a des postes plus importants, des ministères de grande importance. C'est déjà une grosse avancée, n'est-ce pas? Oui, c'est un acquis, mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Écoutez, M. Pepito, moi j'ai été à l'école, j'ai étudié ici à Kinshasa, et j'ai étudié avec des femmes extraordinaires. Et dans ma petite carrière politique, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, que ce soit dans les partis politiques ou dans la société civile. Ces femmes-là sont là. Elles sont là, elles existent. C'est vrai, vous avez raison, il y a des femmes exceptionnelles qui sont dans le gouvernement, mais on ne considère pas ça comme le bout de la lutte, non. Okay. Nous considérons ça comme un commencement, quitte à motiver une bataille qui n'est pas la guerre, évidemment. Une façon de motiver les autres. Et les autres, quand je parle des autres, je parle bien entendu des femmes elles-mêmes d'abord, parce que c'est le plus important. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous reprochent certaines choses. On nous reproche, par exemple, de n'être pas trop engagés, d'être trop attentistes, d'attendre que les autres se battent. Quand je parle des autres, entre guillemets, comprenez que les hommes... Dites-le, madame. Voilà, exactement. Que les hommes se battent et que nous venions par la suite nous servir, ce qui est bien entendu pour moi une mauvaise façon de voir les choses. On est prêt à crier parité, parité, rien que la parité numérique, sans tenir compte de la parité qualitative, où on promeut d'abord les intelligences, ensuite peut-être les affinités, mais nous on a cette habitude-là de crier, de dire donnez-moi parce que je suis une femme. Alors qu'être une femme n'est pas un projet de société. On ne va pas battre campagne, que l'on dise « votez pour moi parce que je suis une femme ». Non, c'est une façon erronée de voir les choses. C'est trop facile, ça n'a pas de sens. Mais votez pour moi parce que voici mes compétences, voici mon projet de société, voici mes idées par rapport à la République, par rapport à ma circonscription. C'est ce que l'on veut. Et ce sont ces femmes-là qu'on doit rechercher partout. Où est-ce que les femmes doivent, elles, se manifester ? Par leur travail, par leurs compétences, par leur passage à de grandes émissions de télévision comme vous faites. Je prends votre exemple à vous. C'est par votre... moi, je ne vous connaissais pas avant. Je ne vous avais jamais rencontré avant. Mais je connaissais une certaine Christelle Bwanga. Tout le monde parlait de vous. Tout le monde vous suivait à la... J'ai fait un peu de publicité, mais écoutez, je suis obligé de le faire. Mais tout le monde parlait d'une dame qui s'appelle Christelle Bwanga, journaliste, défenseur de droits humains. Moi, je ne vous avais jamais rencontré avant de vous recevoir ici sur un plateau de notre Congo. Quand vous dites aller chercher la femme, c'est encore beaucoup de travail, madame, que vous donnez aux hommes. Encore une fois. Évidemment, vous avez bien résumé la situation. Votre question et votre point de vue, ça a été également la position de mes collègues à l'Assemblée nationale lorsque je défendais la loi électorale où je disais qu'il fallait nécessairement une discrimination positive au niveau de la loi. Et là, j'ai demandé à mes collègues, j'avais demandé à ce que les partis politiques qui vont présenter des listes où il y a 50% des femmes, que ces partis politiques soient exemptés de caution. Alors, oui, et la question que mes collègues m'avaient posée, c'est justement celle que vous venez de me poser. Ils me disent, mais madame,
on ne peut pas forcer les femmes qui ne veulent pas venir. Où est-ce qu'on va trouver ces femmes-là? Si elles ne se manifestent pas dans le parti, on ne va pas aller chercher à la maison. Et ce jour-là, j'ai répondu à une question. Dans une république où, dans les universités, il y a majoritairement les femmes, on ne peut pas poser la question où est-ce qu'on peut trouver ces femmes. Il y a des instituts supérieurs, il y a des universités, il y a même des femmes qui sont dans la société civile et même des femmes qui sont à la maison, qui ont fini d'avoir des enfants. Certaines même sont en train de faire des enfants, qui ont des capacités, qui sont dans leur maison. Alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que moi également, je remarque que beaucoup des femmes ne sont pas engagées. Mais beaucoup de femmes également ont besoin qu'on puisse leur dire, voilà, qu'on puisse un peu pousser. Tout le monde n'a pas la même force de caractère. Voilà. Moi, je suis différente. Je me suis levée, j'ai pris mon courage, j'ai commencé à intervenir dans les émissions, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas cette force-là de caractère. Et c'est ça le rôle des encadreurs, que ce soit dans le parti politique et que ce soit dans la vie courante. La capacité d'être un leader, c'est aussi sortir quelqu'un de là où elle ne pense pas sortir. Mais prenons ça, non pas comme une question, mais comme un constat. Regardons les partis politiques. Lorsqu'ils organisent des activités, dans l'animation, il y a des femmes. Dans les ligues des femmes, il y a des femmes. Qui sont d'ailleurs nombreuses dans les ligues des femmes, qui sont en uniforme. Celles qui chantent le plus lors des manifestations. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ces femmes puissent comprendre que lorsque vous venez dans un parti politique, ce n'est pas le prolongement de votre foyer. Vous ne venez pas dans un parti politique pour faire le ménage, pas pour dresser des pagnes, pas pour chanter, pas pour danser, mais vous venez dans un parti politique pour conquérir le pouvoir. Mais cependant, M. Pépito, là où je veux vous rejoindre, la politique, c'est un métier difficile. La femme a tendance à travailler dans sa sensibilité. La femme n'aime pas des coups bas. La femme n'aime pas des guéguerres. Alors que la politique, c'est quotidiennement mais quand c'est elle qui les provoque, c'est pas facile. Exactement. Et c'est ce que beaucoup de femmes commettent comme erreur. Et vous allez remarquer qu'il y aura, nous pouvons dire que nous sommes déjà dans une période pré-campagne, on peut le dire. Mais combien de femmes passent à la télévision? Alors que la télévision, c'est un moyen de se faire connaître par la masse. Mais peut-être qu'elle va préférer prendre 100 pagnes, aller distribuer, mais ça n'a pas la même valeur. Parce que lorsque vous distribuez des pagnes, on retient que vous partagez. Mais lorsque vous passez à la télévision, vous arrivez à convaincre par votre façon de réfléchir, ah ben ça c'est une grande campagne. Et les femmes, elles ignorent et elles préfèrent rester un peu à côté. À l'écart. À l'écart. Voilà. Mais à l'écart, bien sûr, c'est vrai qu'on peut reprocher ça à certaines femmes, mais il y a des femmes aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la loi électorale, il y en a plein d'autres. Il y a aujourd'hui au niveau de ces jolis mots que j'ai empruntés au sénateur Didier Moumengi, la légistique congolaise. Dans l'ensemble des lois de la République démocratique du Congo qui concernent la femme, apparemment, on ne fait pas la part belle. Apparemment, ces lois-là sont encore, on va dire, un peu restrictives pour la femme à certains niveaux. Là, vous vous êtes battu pour, je ne sais pas quelle issue vous avez eu par rapport à cette loi, cet article que vous avez voulu amender. Est-ce que vous pensez que la loi aide la femme aujourd'hui, facilite la tâche à la femme, ou est-ce qu'elle bloque un peu, à un certain niveau, la marche de la femme, l'émancipation de la femme? Ok, merci beaucoup. Déjà, je tiens à signaler que l'amendement a été adopté. Donc bravo. Merci. Et donc désormais, vous avez 50% des femmes? Oui, les partis politiques qui présentent 50% des femmes ne payent pas la caution. La liste ne paye pas la caution. Ça a été adopté, ça a été voté et promulgué par le président de la République. Et donc, je reviens à votre question. Moi, je pense que l'idéal, c'est toujours de se battre autour des normes. C'est l'idéal. Parce qu'à tout moment, l'essentiel, c'est d'avoir des canons, des bases et des limites. Lorsqu'on les a, à tout moment, on peut ajuster, on peut arranger, peut-être même qu'il peut y avoir des échecs, ensuite on améliore. Mais je pense quand même que la RDC a fait quand même un effort en ce qui concerne le droit. Sur le plan du droit, il y a l'article 14 de la Constitution, il y a l'adhésion de la RDC au protocole de Maputo, qui est un instrument international relatif à la Charte africaine de droits humains. On va y revenir vers la fin de ce sujet, parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Exactement, il y a
y a la loi sur les violences sexuelles de 2006. Après ça, il y a des règlements, il y a des arrêtés, il y a des décrets. Au fait, il y a cet arsenal-là des lois qui accompagnent les femmes. Mais cependant, la loi seule ne suffit pas parce que par la suite, il faut l'applicabilité de la loi. Il faut l'appliquer. Et l'applicabilité de la loi, c'est aussi une affaire de plusieurs parties prenantes, notamment les cours et tribunaux, la justice, l'Assemblée nationale par le contrôle parlementaire. L'Assemblée nationale a le droit de demander, de se dire, mais on a voté la loi sur la parité, mais comment expliquer que jusque-là, il y a dans des endroits où on trouve une faible représentativité de la femme? Ça, c'est le contrôle parlementaire. Oui. Mais également, il y a à travers certaines lois, des femmes qui se sentent lésées, qui peuvent aller devant les cours et tribunaux. Mais aussi longtemps qu'on ne mettra pas une politique d'applicabilité, ces lois resteront des lettres mortes. Et qui est pour moi l'acteur, passez-moi l'expression, ou l'actrice principale de revendication? Je pense que c'est la femme elle-même qui doit revendiquer. C'est la femme elle-même qui doit d'abord être informée de la loi. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne sont même pas informées que cet article-là existe, que cette loi-là existe en ma faveur. Elles ne sont même pas informées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les femmes qui sont membres dans les partis politiques, est-ce qu'elles savent... Est-ce un problème d'information dans les chefs de la femme, ou est-ce qu'il peut s'agir aussi de quelques manques, de quelques vides par rapport à la loi? Je pense plutôt que c'est par manque d'information, mais par vide, je dirais plutôt c'est par peut-être manque d'une politique de vulgarisation par le gouvernement. Parce que le gouvernement doit faire son travail de vulgariser la loi pour que tous les citoyens et citoyennes soient au courant. Les organisations de la société civile aussi. Exactement, l'Église, les journalistes, tout le monde. L'école. Les universités, tout le monde doit... Au fait, la loi, ce n'est pas seulement l'affaire de l'Assemblée nationale et puis c'est terminé, ou du Sénat, c'est terminé, ou du gouvernement, non. C'est toutes les parties de la population qui doivent être impliquées dans la vulgarisation et dans l'appropriation de la loi. Et vous admettrez que tout ce que nous avons comme discussion aujourd'hui, ça nous emmènera seulement vers la femme elle-même. Et c'est pour ça que j'ai dit, elle est l'actrice principale. Parce que lorsqu'on est informé, on s'est revendiqué. Si on n'est pas informé, on ne revendique pas. Moi, je suis élue de la Funa. Donc, j'ai Célébaou, Makala avec moi et tout. Et à un moment donné, je faisais une campagne sur la vulgarisation du protocole de Maputo, qui est l'outil, l'instrument au niveau africain, qui parle des droits des femmes dans sa généralité. Et les femmes elles avaient les yeux écarquillés, elles ne comprenaient rien du tout. Alors que c'est depuis 2006 que le protocole existe. Moi, j'ai fait mon travail de vulgarisation. En tant que députée, j'ai dit, dans ma circonscription, j'ai beaucoup de femmes, elles doivent être au courant de ce protocole et de l'existence, parce que nous sommes dans un État monique. L'article 215 de notre Constitution le dit si bien que les traités, les instruments signés à l'international sont d'office dans notre arsenal juridique. Et ces femmes-là doivent le savoir. Et c'était un problème parce que certaines ne comprenaient rien. Je devais trouver des mots pour un peu alléger, voilà, me faire comprendre. Et c'est là le plus grand problème. C'est pour ça que je reviens sur la question de l'éducation intégrale et de l'instruction. C'est ça. Aussi longtemps que nous n'aurons pas un nombre élevé des femmes instruites, il y aura toujours un problème sur la loi et sur la légistique en général. Admettons que les femmes, on envoie 10% des femmes au Parlement. Et là encore, il y a une grande différence entre l'Ouest et l'Est. Les femmes de l'Est votent beaucoup des femmes. Ce qui veut dire que les femmes que nous avons à l'Assemblée nationale, la plupart, elles viennent de l'Est du pays. Oui. Alors que nous, ici, Kinshasa, Ouest, imaginez pour le Congo central, il n'y a qu'une seule femme qui a été élue députée. Une seule femme, tout le Congo central. Donc l'Ouest, c'est un peu, la machine est encore un peu lourde. Parce qu'évidemment, vous savez, avec tout ce qu'il y a eu comme conflit dans l'Est du pays, il y a eu beaucoup d'ONG, des formations, des organisations, ce qui fait que les femmes sont vraiment impliquées. Mais nous, ici à Kinshasa, Congo central, Équateur, Bandundu, c'est un peu encore latent. Et donc, la femme, elle doit développer son intelligence. Qu'elle soit éligible ou électrice, qu'elle soit candidate ou celle qui va voter, elles doivent être au même niveau. Pourquoi? Parce que celles qui vont voter, elles vont pouvoir déceler les capacités de cette personne qu'elles envoient à l'Assemblée nationale. Exactement.
elles ne vont pas se limiter à une femme qui vient avec du riz. Elles vont poser 1 ou 2, 3 questions et elles seront convaincues, elles iront voter. Mais celle-là aussi, qui vient à l'Assemblée nationale, Monsieur Pépito, j'avais toujours dit que si je savais que le travail en tant que présidente de commission, c'était intense à ce niveau-là, j'aurais réfléchi 2 fois avant d'accepter. Dites-moi. C'est un travail technique et difficile. Il faut en avoir là. Il faut en avoir. Et je suis arrivée à l'Assemblée nationale la première fois, premier mandat, présidente de commission. Et mes membres de commission, non des moindres. Aïe. Madame Bazaïba, l'honorable Néhémie Moulania, l'honorable Mouchebekwa. Voilà. Donc tu imagines, je viens avec pas d'expérience, mais je dois diriger ces personnes. Pas diriger, mais conduire. Voilà. Je dois conduire ces personnes-là. C'était très difficile si j'en avais pas. Qui ont été ministres, députés, dans toutes sortes de commissions. Exactement. Et vous venez les diriger. Exactement. Mais non, imaginez qu'il n'y ait rien. Comment je vais parler à Bazaïba? Comment je vais parler à maman Ève? À Marion, je me souviens quoi? Madame, taisez-vous, on doit travailler. Comment tu peux le faire? Voilà. Mais il fallait en avoir là. Ouais. Et c'est ça le plus grand problème. Envoyer des gens à l'Assemblée nationale, ce n'est pas mauvais, mais envoyer des personnes de qualité. Oui. Parce que lorsqu'on dit qu'un régime est semi-parlementaire, ça veut dire que 50% du pouvoir, du changement, du développement, du progrès revient au Parlement. Et vous avez ça entre Donc vos mains. voilà, il est important d'envoyer des personnes de qualité au Parlement. Mais est-ce que les lois congolaises poussent la femme à tout ça? J'ai parlé de la Constitution, j'ai parlé par exemple de la Constitution, qui est d'ailleurs vraiment le principe sacro-saint, l'article 14 de la Constitution, qui vraiment sacralise le fait que on doit éliminer toute forme de violence, de discrimination à l'égard de la femme. Ça, c'est comme notre Constitution. Ensuite, il y a la loi sur les violences sexuelles de 2006, cette loi qui a protégé, qui a aidé à punir tous ces bourreaux qui étaient impliqués sur les violences sexuelles massives qu'il y a eu dans l'Est ou dans le Nord du pays. C'est vraiment une loi qui a donné à ces femmes-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, on a pensé révisiter la loi parce que ça a été voté dans un contexte de conflit où il y avait des gens qui étaient impliqués. Il fallait tout de suite aller pour punir ces gens-là. Mais on a oublié que aux côtés des violences sexuelles qui sont utilisées comme armes de guerre, il y a aussi des violences sexuelles qui se passent dans le calme. C'est-à-dire des enfants, dans les familles, dans les foyers, dans les écoles, parce qu'il faut se le dire que 40% des violences sexuelles se passent dans le milieu scolaire. Et c'est très dangereux. Et voilà, donc il y a la loi sur 2006. Après, il y a beaucoup d'articles quand même. Il y a la loi, comme je l'ai dit, sur les élections, sur la loi sur la loi électorale, qui aujourd'hui favorise la représentativité des femmes. Donc c'est encore une fois, pour moi, c'est la passe qu'on a donnée à la femme. C'est elle-même maintenant qui doit prendre le ballon pour aller marquer. Justement, honorable Christelle, justement cette balle, est-ce qu'elle l'a reçue et qu'est-ce qu'elle en fait aujourd'hui là? Est-ce que vous avez l'impression que prenons tout simplement le parti dans lequel vous évoluez, je ne sais pas lequel, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, dans votre parti, dans vos organisations, que les femmes se sont dites « Ah, ça y est, maintenant je peux aller parler au président, par exemple, lui dire « Président, mais maintenant, moi, je vais y aller. Prenez-moi. Je me présente. » Est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont sauté sur l'occasion? Non, je n'ai pas cette impression-là. Je vais être honnête c'est dommage. Avec vous. Non, parce qu'il y a certaines victoires qui s'obtiennent au fil des années. Il faut vraiment être patiente. Lorsqu'on mène une lutte, il faut être patiente, comme le disait Simone Veil. Il faut être vraiment, surtout en ce qui concerne les droits des femmes, il faut être patiente. Et je me rappelle ces jours-là, mes collègues me disaient « Toi, tu es venu ici sans cette loi. Mais pourquoi tu veux absolument qu'il y ait cette disposition ?» Est-ce que tu avais besoin de cette loi pour être là? Exactement. Parce que la lutte, on ne l'amène pas pour vous-même. On l'amène pour les autres. J'ai regardé les autres, je me suis dit que je suis arrivée à l'Assemblée nationale. Le beau cadeau pour moi,
aux femmes, ça serait de faire passer cette disposition. Et heureusement qu'elle est passée. Maintenant, est-ce que les femmes s'en ont approprié? Je dirais non. J'aurais voulu voir l'engouement déjà des femmes autour de ça, au sein de leur parti. Dans leur parti politique, pour dire que désormais on veut être sur les listes. Et non seulement ça, mais on avale, parce qu'on leur avait dit qu'il y a un travail à faire en aval. C'est-à-dire vous devez vous distinguer dans votre parti politique, que l'on sache que vous existez, vous devrez mettre en avant vos capacités, vos compétences pour que votre parti puisse n'est pas oublié de commencer à faire votre travail sur le terrain. Il y avait vraiment un travail qui a été fait avec des partenaires, avec les femmes des partis politiques pour essayer de booster. Bon, mais je pense que la machine machiste est encore... la machine est encore lourde des hommes, parce qu'il y a des hommes qui font peur aux femmes. Elle va te dire, toi, vos histoires là, pas ici. Ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé à vous? Ou est-ce que vous avez été témoin de ce genre de comportement au Parlement, à l'Assemblée où vous êtes? Oui, ça arrive tout le temps. Ah oui? Oui, ça arrive Alors, tout le si temps. on revient plutôt à cette loi que vous avez fait élire, je vous en félicite encore une fois. Est-ce que vous avez eu comme l'impression pendant les débats que les hommes n'en voulaient pas? La vérité? Oui. Ben oui, on a arrêté la plénière pour ça. Ah oui. Pendant le débat, le président de l'Assemblée, l'honorable Mbosso, était obligé d'arrêter la plénière pour ça. Et j'en profite pour le remercier, parce que si ce n'était pas lui, ce jour-là, on allait me frapper. Parce que les hommes étaient hostiles? Non, on allait se battre. On n'allait pas me frapper, parce que moi aussi, j'allais me battre. Oui, à ce point-là, et ça passait en direct à la RTNC, on était obligé de suspendre le débat, parce qu'ils étaient tous venus devant pour m'empêcher de parler ce jour-là. Ils ne voulaient même pas que je parle. Voilà. Oui, à ce niveau. Imaginez. Donc, comme je vous ai dit, c'est la lutte. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Mais lorsqu'on prend cette décision-là d'apporter ou bien de frayer les chemins, il faut accepter d'être la victime expiatoire. Dites-moi, et quand enfin le président Mbosso déclare que la loi est passée, la loi passe. Oui. Après le vote, j'imagine bien. Je n'ai pas suivi vraiment cet épisode-là. J'aurais bien voulu, hein. Oui. J'aurais bien voulu suivre ça. Et quel était votre premier sentiment à ce moment-là? C'était prendre le président dans les bras ou aller embrasser chacun des membres qui avaient voté pour? Bon, au fait, après le débat, le président, en tout cas, il a joué un grand rôle pendant la plénière. Il a calmé la situation jusqu'à ce qu'on a dit, voilà, on va faire passer, comme au niveau de la plénière, il y a trop de bruit, on va faire passer ça au niveau de la commission spéciale. Okay. Et c'est au niveau de la commission spéciale qu'on a adopté mon amendement. Et c'est passé. Et je dirais, les femmes congolaises doivent vraiment connaître l'implication du président de l'Assemblée nationale. Hein. Il s'est vraiment impliqué, il faut le dire, il faut le remercier pour que ça passe. Et bon... Quand on m'a dit que ça a été promulgué, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit c'est pour ça qu'il voulait que je sois à l'Assemblée nationale, pour porter la cause de plusieurs femmes. J'ai dit voilà, un pas peut-être vers la lutte qu'on a reçue des autres femmes, de ces femmes qu'on connaît aujourd'hui qui ont beaucoup travaillé, et personnaliser ou aujourd'hui matérialiser cette lutte et que ça passe par moi. J'étais heureuse. Mais vous savez, mes collègues dans la plénière, ils me disaient aujourd'hui, surtout fait pour que ça passe. Les collègues hommes, les collègues hommes, ils me disent voilà, tu es contente, hein? Ton amendement est passé, tu es contente maintenant. On va voir maintenant les femmes que tu vas emmener ici. On va les voir. Voilà. Et donc les femmes, parlons-en, vos collègues femmes au Parlement, à l'Assemblée, qu'est-ce que vous ont dit, qu'est-ce qu'elles en pensent déjà? Est-ce que vous vous êtes senti un moment soutenu par elles pendant cette lutte, pendant ce combat? En tout cas, honnêtement, j'aurais bien voulu que Madame Ève soit encore parlementaire. J'aurais bien voulu que ce jour-là, Maman Adèle soit encore à l'Assemblée nationale, parce que j'imagine, elles auraient été là. Vous citez beaucoup Madame Ève Bazaïba dans vos interventions. Oui, je pense que c'est une femme... C'est un de vos modèles Exactement, elle m'inspire beaucoup. Il y a elle, il y a Maman Adèle, que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi Maman Denise,
Maman Denise, la première dame. Oui, d'accord. Madame Denise Akéro. Ouais, sa façon de travailler, l'excellence qu'elle apporte dans son travail. J'aime beaucoup, je m'inspire beaucoup de son travail. Et il y en a beaucoup, hein. En tout cas, elle a une machine communicatrice impeccable. Au fait, elle choisit des priorités. Voilà. Elle travaille dans le secteur de l'éducation, de la santé. Je suis fan de son travail. Non, je crois qu'il faut saisir aussi cette occasion parce que nous parlons de la femme pour saluer et féliciter et remercier d'ailleurs l'accompagnement dont elle bénéficie de la part de tout son cabinet. C'est des gens qui travaillent très bien, j'en connais très peu, mais il ne suffit pas de les connaître pour les féliciter, il faut reconnaître juste le travail qu'ils font. Bravo. Bravo à elle. Voilà. Et moi particulièrement avec une activité que j'organise chaque année à l'Assemblée nationale, le Parlement rose, j'étais agréablement surprise lorsqu'elle a accepté de m'accompagner. Parce que je suis de l'opposition. Mais... Ah oui, en plus? Ah oui. Mais elle m'a dit, je t'accompagne, je vais t'aider. Ah, ça m'a... J'ai dit, mais c'est qui cette femme? Elle est vraiment... Ça, c'est un exemple que tous les Congolais devaient adopter, de se dire qu'il y a des moments où on doit mettre de côté nos divergences et voir ce qui est essentiel et se mettre ensemble dans ce sens. Parce qu'elle pouvait bien dire, mais elle n'est pas de chez moi, elle n'est pas de mon... Elle est contre mon mari, on va dire. Et tout le monde disait, c'est pas possible. Voilà. Tout le monde me disait, mais toi, tu es dans... Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as... Qu'est-ce que tu as fait? Comment? Mais maman Denise, c'est pas possible. Je ne voudrais pas soulever une polémique en vous posant la question de savoir comment ça a été interprété dans votre parti, vous qui êtes de l'opposition. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont dit, attention, tu es en train de virer Oui, exactement. Tout le monde disait que j'ai quitté le parti. Bon, j'ai décidé de garder le silence parce que je savais que je n'allais pas convaincre parce que, imaginez, maman Denise vous sponsorise, c'est... Ah oui. Je ne sais pas combien de femmes de l'UDPS elle sponsorise, mais sponsorisée, mais je savais ce que je voulais et je savais ce que l'on faisait. Et elle sait aussi ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Et la capacité d'être une grande dame, c'est reconnaître quand aider les autres. Exact. Et je garderai ce souvenir aussi longtemps que je pourrai dans ma vie. Mais laissez-moi vous poser cette question sur la production parlementaire de la femme congolaise. Vous êtes très nombreuses aujourd'hui au Parlement. Est-ce que vous pensez que si vous prenez l'ensemble de femmes, de députés nationales, des sénatrices, si vous en connaissez, est-ce que vous pensez que au niveau production, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il y a plus de figuration que de production proprement dite? Honnêtement, vous savez, sans langue de bois, parce que les émissions nous aident aussi à améliorer là où ça ne va pas. Honnêtement, dans l'ensemble, je dirais qu'il y a beaucoup à dire quand même. Il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire. Parce que la production parlementaire repose sur les travaux en commission, les commissions qui sont vraiment des organes techniques de l'Assemblée. Et je vais vous donner l'exemple de l'Assemblée nationale où il y a 10 commissions. Il y a 10 commissions parlementaires techniques et il n'y a qu'une seule femme qui est présidente de commission. Donc moi. Ah non? Oui. Je suis la seule femme qui préside une commission et les 9 commissions sont présidées. De cette machine machiste. Exactement, c'est ça, c'est vraiment le machisme. Je ne peux pas comprendre que dans les groupes parlementaires qu'il n'y ait pas des femmes, mais accepter dans une assemblée nationale d'un pays qui a sacralisé la parité, de voir 9 hommes et une seule femme diriger des commissions, je pense que ça doit nous alerter quand même. Et ça dépend, évidemment, c'est une cause à la production parlementaire, parce que tout passe par les commissions. Et même en votant des lois, en écrivant des lois, la légistique dont vous avez parlé actuellement, vous avez parlé au début de l'émission, en écrivant des lois, je ne dirais pas combien de femmes ont proposé des lois pendant cette législature. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? C'est déjà là ma préoccupation. Je ne sais pas trop, mais je veux vous parler par exemple de moi-même, parce que je suis un exemple. Voilà. J'ai proposé quand même 2 lois qui ont été déclarées recevables au niveau du bureau d'études, qui vont être certainement débattues au niveau de la grande plénière. Donc j'ai proposé, j'ai proposé la loi sur la prévention et la protection des drépanocytaires, de la drépanocytose. Donc, en gros, la prévention, c'est-à-dire les examens prénuptiaux, les dépistages des enfants, la gratuité du dépistage. Et également, dans la protection, nous demandons la gratuité des médicaments pour les enfants drépanocytaires de 0 à 5 ans,
les femmes drépanocytaires enceintes et les personnes drépanocytaires d'un certain âge. Il faut le dire que le Congo-Brazza donne des médicaments gratuits, l'Angola également, et nous sommes le seul pays en Afrique à ce niveau qui ne donne pas des médicaments gratuitement aux enfants. Et il faut alors dire que en termes de placement mondialement, le pays le plus touché par la drépanocytose, c'est l'Inde, ensuite le Nigeria et ensuite la RDC. Nous sommes troisième. Nous sommes troisième et deuxième en Afrique. Malheureusement, compte tenu de la gravité de la situation, il n'y a pas une politique qui correspond à la gravité de la situation. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé cette loi sur la drépanocytose. Mais également, j'ai proposé une autre loi sur l'ordre des biologistes médicaux et des laborantats, des techniciens de laboratoire. Je l'ai proposé parce que j'estimais, avec tout ce qui s'est passé de la crise sanitaire, la Covid, oui. On a vraiment vu que... Ils étaient aux avant-postes. Voilà, ils étaient en avant, ils travaillaient. Ils étaient très mal rétribués. Plus exposés, oui. Exactement. Donc c'est eux qui déclarent des épidémies, des pandémies, des maladies. C'est eux, ils sont exposés aux microbes à chaque fois. Et voir la place qu'on leur donne dans notre pays, je me suis dit non, je dois porter cette loi-là sur la reconnaissance, que ce soit sur les droits civils et politiques, que ce soit sur les droits économiques, parce qu'ils doivent être traités à leur juste valeur. Donc il y a cette loi-là, mais je vais déposer encore une autre loi, juste au début de la session, c'est sur la malnutrition chronique. Après, comme je l'ai dit, la loi c'est une affaire de plusieurs parties prenantes. Moi, je suis quelqu'un très idéaliste. Donc, moi, je vois le Congo grand. Et quand j'écris... Parce qu'il est grand. Quand j'écris, et parce que Lumumba l'a dit, le Congo est grand et exige de nous la grandeur. Ouais. Donc, quand j'écris mes lois, je n'écris pas dans un format réduit. Donc, je crie dans la grandeur de notre pays. Et j'ai écrit une loi sur la malnutrition chronique des enfants pour lutter contre la malnutrition chronique, parce qu'il faut se le dire, il y en a. Et j'écris une loi qui va parallèlement au programme de 145 territoires, qui ait des réserves des terres dans chaque territoire réservées à la culture du soja pour les enfants. Christelle Vwanga, députée nationale de la FUNA, future députée pour la législature prochaine, je suis sûr. Amen. Quel est l'autre sujet, le tout dernier dont on n'a pas parlé, dont vous auriez bien voulu parler aujourd'hui? Je voudrais parler des cas d'enlèvement qu'il y a à Kinshasa. Enlèvement, et on a tous suivi le procès et voir quand même qu'il y a des filles qui ont été utilisées pour la plupart. Parce que moi, quand je regardais le procès, j'ai regardé les filles, comment elles répondaient aux questions. La plupart d'entre elles, elles disaient qu'on m'a recrutée pour être un appât. C'est-à-dire, moi, je suis dans le taxi. Lorsque la personne va voir une femme, elle va entrer facilement. Après, ce sont des filles qui s'appellent influenceuses, qui font la fête, la vraie vie. Et ça m'a beaucoup interpellée. La plupart d'entre eux sont de Bandal. Donc, ils sont de ma circonscription. Votre circonscription donc, c'est un problème qui me concerne. Et ce n'est pas pour rien que l'on crée des structures comme WIFE pour former. Ce n'est pas pour rien que l'on organise des formations, des coachings pour démontrer que, en fait, Monsieur Pépito, moi je refuse qu'on puisse assimiler le quinoa à la légèreté. On ne doit pas dire que tous les quinois sont pareils. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, on s'est moqué des quinois. On disait les quinois, vous aimez seulement parler, vous n'aimez pas travailler, les quinois. Mais bon, peut-être c'est un groupe de personnes, à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont terni l'image des autres, mais il nous appartient. C'est souvent ça le cas. Il nous appartient d'essayer de redorer cette image-là. Aux jeunes filles qui vont me suivre, la jeunesse, elle passe. Le corps de la femme, avec toute sa beauté, elle fane. Mais ce qui est important, c'est ce que la femme a dans la tête. Et c'est cette génération des femmes que nous voulons avoir. Des femmes qui réfléchissent, des femmes qui changent le monde, des femmes qui font honneur, fierté à leurs parents et à leur communauté. Regardez toutes ces femmes-là, comment ils sont humiliés aujourd'hui à cause d'un plaisir passager. Vous allez vous adonner à des mauvais actes.
vous allez enlever les gens, tuer les gens parce que vous voulez avoir l'argent facile. L'argent facile n'existe pas. Il faut travailler pour avoir ce que l'on veut. Et c'est très important. À toutes les filles, les jeunes filles qui me suivent, la vie n'a jamais été facile. Peut-être tu me regardes, tu dis « Ah, Honorable Christelle Bouanga, elle est bien, elle est bien. » Bon, c'est relatif. Mais je travaille dur. J'ai beaucoup travaillé pour être là où je suis et je n'arrête pas. Chaque jour, je travaille. Et chacune d'entre vous doit travailler parce que la vie n'est pas un cadeau. Chaque jour, il faut le mériter. Il faut travailler. Il faut avoir des ambitions. Surtout, il faut avoir des ambitions. Ce Pépito, un jour, j'étais dans une conférence quelque part et il y a une fille qui me dit, mais... Il me dit, moi, je préfère être la femme... Elle dit qu'elle préfère être la femme d'un député qu'être députée. Ah, ouais. Je lui justification? Ai dit pourquoi. Ouais, je lui ai dit pourquoi. Elle a dit, oh, parce que si je veux partir à Dubaï, je pars. Parce que si je veux prendre la voiture de mon mari, je pars. Ah oui. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas être députée? Elle a dit, parce que c'est difficile. Donc, vous allez trouver une jeune fille qui est capable de mettre autant d'efforts pour devenir femme d'un député, mais pas elle-même députée. Alors que c'est possible. Oui. Tu peux devenir même Premier ministre, même président de la République. Mais bien sûr. Bien sûr, tu peux le faire. Oui. Mais beaucoup de femmes n'ont pas d'ambition. Et beaucoup de femmes également ont d'ambition, beaucoup d'ambition, mais sont déstabilisées. Oui. Par exemple, en tant que femme, on ne croit pas en toi. Chaque jour, il y a toujours quelqu'un qui veut te déstabiliser. Lorsque tu es promis, on dit que c'est parce qu'elle est la femme de tel. Ça doit être sûrement parce qu'elle est derrière telle personne. Donc, on prend tes efforts, on les met à côté, ton travail à côté, tes compétences à côté. Mais tout ce qu'on fait, on fait remonter, c'est ta capacité ou bien ta biologie des femmes. Mais les femmes comme nous, comme moi, quand on vous dit des choses pareilles, pour moi, ça ne me regarde pas parce que je suis concentrée. Et ça nous manque aussi. Focus sur ce que l'on veut faire, sur ton chemin, sur tes ambitions. Tu restes fixé sur tes objectifs. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, Honorable Christelle Bouanga, d'avoir fait rayonner ce plateau par vos propos, pas seulement par votre beauté physique, mais surtout par vos propos, par votre raisonnement. Est-ce un compliment, la beauté physique? Aussi, oui. Merci beaucoup. Et même téléspectateurs, nous recevions aujourd'hui l'honorable Christelle Bouanga. Nous avons parlé de la place réservée à la femme dans la légistique congolaise, mais aussi de la production parlementaire de la femme en RDC. Je vous remercie encore une fois, honorable Christelle Bouanga, mais vous aussi, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre point de vue. Au revoir.